Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Aya, bookstagrammeuse, autrice et étudiante en édition. Bonjour Aya. Coucou. Ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, nickel. Déjà, je voudrais te remercier pour avoir accepté ma demande de participation au podcast. Bah de rien, hein, c'est c'est rigolo. Ouais, c'est un exercice que tu avais déjà fait ou pas? Non, pas du tout, vraiment c'est la première fois du coup, on va Ok, voir. on va voir. Ça marche. Déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Ah non, je peux pas, non, je rigole. Du coup, je m'appelle Ayash, du coup, je suis étudiante en édition et j'essaye d'écrire des bouquins. Heu, je vais lire les Enfin, tu et peux continuer. du coup, j'ai grandi dans plein d'endroits différents, du coup, ça va être une longue liste, digne, d'une page Wikipédia. Non, en vrai, j'abuse. Du coup, je suis née à Alep, j'y ai vécu, puis après je suis partie au Liban dans une petite, ville à côté de, ah putain, de Beyrouth et après je suis allée en Espagne. En Espagne, j'ai zigzagué de ville en ville, puis après je suis arrivée enfin en France, à Toulouse, en 2015. Du coup, mes passions, à part l'écriture, j'ai pas de passion, c'est un peu triste à dire. Heu, C'est déjà J'aime beaucoup. lire, mais à part ces 2 trucs, je fais rien de mes journées. D'accord. Mais c'est déjà hyper chronophage, enfin, d'être autrice, enfin, d'être écrivaine et d'être lectrice en même temps. Ça doit déjà te prendre un temps fou, donc, enfin, c'est Bah, pas péjoratif quand on dit, en quand tu vrai, dis oui. que ouais, l'écriture c'est ta seule passion. Mais c'est juste que je vois tout le temps, enfin tout le temps, souvent dans les podcasts, il y a des gens qui disent: «Ouais, je fais tel sport et tel autre truc». Non, moi juste j'écris de mon temps libre et de temps en temps, c'est pas le même, je lis, c'est tout. Et de temps en temps, je vais sortir voir des potes une fois par mois parce que sinon, je suis un peu déprimée, mais c'est tout. Ok, bah, c'est déjà beaucoup. Ouais, on va venir enfin, plus tard dans le podcast pour tout ce qui concerne ton activité d'autrice. Je sais pas si tu te labellises comme ça, mais Bah, je sais pas en vrai, enfin je dirais que oui, parce qu'à chaque fois que je discute, c'est tout bête, mais à chaque fois que je discute avec, des amis, ils me disent que je le suis. À chaque fois que je discute avec des éditeurs, même quand ils me disent non, ils me disent que je le suis. Donc voilà. oui. Ok. Bon, bah écoute, du moment que tu l'acceptes, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux préciser ton parcours scolaire? Oui, alors, moi, il était vraiment très basique. J'ai toujours fait, bah, du coup, des filières générales. Puis après, du coup, au bac, j'ai fait, du coup, un bac général avec spécialité littérature espagnole, géopolitique et SES. C'est, très particulier comme combinaison, mais moi, ça m'allait. Heu, Après, du coup, bah, j'ai fait, du coup, mon BTS édition et là, bah, je vais, passer ma seconde année de BTS et normalement, après, je compte faire, une licence professionnelle fabrication pour être fabricante de livres, voilà. Ah, toi, cool. Donc, ouais, ton objectif, c'est parce que quand on est fabricant, du coup, on bosse dans une imprimerie ou il y a d'autres entités qui permettent de fabriquer des livres? Bah, on peut bosser en imprimerie en étant fabricant, mais généralement, ça va être, enfin généralement en fait ça dépend, mais la plupart enfin, le type de fabricant que je veux être, ils sont incorporés dans les maisons d'édition et en gros, c'est ceux qui vont conseiller, tous les éditeurs, sur, bah, la fabrication du livre et c'est eux aussi qui vont faire tous les calculs de budget, de la fabrication du livre et des trucs comme ça et aussi les tests promis et gna gna gna, mais bon ça, je vais pas Ah oui, développer. ok. Ouais, donc c'est pas forcément le fabricant, enfin, littéral qu'on entend en mode manuel, c'est plus la conception. Oui, parce que ça va plus être, du coup, bah, les imprimeurs qui vont faire, Mm. et même comme ça, c'est pas vraiment manuel vu que c'est des machines qui le font. Oui, oui. Ouais. Ok. Mais il y a toujours un type derrière, la machine, mais c'est pas pour ces études, que ça sert, Ok, ça marche.
Du coup, est-ce que tu peux un peu expliquer en vulgarisant enfin, ton diplôme, enfin le diplôme que tu prépares en BTS édition, en quoi ça consiste? Oui, du coup, le BTS, c'est un diplôme qui se fait après le bac, qui dure 2 ans et qui c'est censé, te permettre de travailler direct après le BTS. Bon, en vrai, non, continuez vos études si vous le Ok. pouvez, mais mes conseils, continuez. Et du coup, c'est, un BTS spécialisé dans l'édition, en fait, dans ce BTS, il est très, généraliste sur les métiers de l'édition. On va faire du graphisme, du pré-presse, du coup, par exemple, traitement image et cetera. On va aussi faire, toute la partie, du coup, éditoriale, mais c'est la partie qu'on a le moins, alors que le truc s'appelle édition, mais c'est la partie qu'on a le moins. Du coup, ça va être les cours de correction, les cours de je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est en gros, on nous apprend, vite fait ce que sont les synopsis, comment faire des sommaires, des chemins de fer, des trucs comme ça. Et après, on a beaucoup, beaucoup de cours de fabrication. Et quand je dis beaucoup, c'est, 4 heures le lundi matin de 8 heures à midi, ça fait mal et un peu éparpillé le reste de la semaine et Ah, voilà. ok, ça marche. Et pourquoi t'as choisi ce parcours-là? Parce que je sais que ton père est aussi dans le milieu de l'édition. Oui, en fait, c'est juste que je me rends, pendant tout le lycée, je voulais aller à Sciences Po. Ouais, un peu culotté de la part d'un immigré, mais je voulais aller à Sciences Po. J'étais carrément dans une prépa Sciences Po, je sais pas si tu sais, mais dans certains lycées, il y a des prépas qui sont, faites pour les lycéens et du coup, j'en faisais partie et du coup, moi, pendant tout le lycée, vu que je savais pas trop quoi faire, je me disais: «Bon, je vais être journaliste, hein». Mon père, techniquement, à la base, il était journaliste, du coup, je peux l'être aussi et Mm. du coup j'étais à fond pour, faire Sciences Po et en terminale, enfin, en fait, en première pendant le covid, j'écrivais beaucoup et du coup, je l'envoyais à ma prof de français qui était fan de ce que j'écrivais et donc j'ai commencé à me renseigner sur l'édition, en écoutant des podcasts, en traînant beaucoup sur Insta et du coup, en terminale, j'étais en mode: «Eh mais en fait, j'ai pas envie d'aller à Sciences Po, j'en ai rien à foutre de». Et donc j'ai regardé et je me disais: «Ah, études de lettres», mais je me suis tapé un 7,5 au bac de français. Je sais pas si c'est vraiment la meilleure, des choses pour moi. Oui, mon bac de français, je l'ai foiré, je sais pas pourquoi, parce que j'avais tout le temps des bonnes notes, mais le bac, ça a pas voulu et et Moi, tu l'as lu. donc j'ai regardé s'il y avait pas moyen de faire des études d'édition direct après le bac parce que j'avais vraiment la flemme d'attendre, jusqu'au master pour pouvoir faire le truc qui me plaît. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait un BTS. Je l'ai mis un peu au hasard sur Parcoursup. J'ai quand même essayé Sciences Po. J'ai été pris, petit flex, mais j'ai vu le BTS et j'étais: «Bon et au pire, ça coûte quoi?» et du coup, j'ai décidé d'aller, dans le BTS. Ok. Ouais, donc ouais, c'était un peu. Tu t'es rendu compte que ça te correspondait pas et puis après, t'as changé de voie. Et ouais, donc tu disais que tu t'es renseigné sur Insta. Et comment t'as découvert cette communauté Bookstagram? Alors comment je l'ai découvert exactement? Je sais même plus en vrai. Parce que faut savoir qu'avant, j'avais un compte Instagram que je ne vais pas partager parce que c'était quand j'avais genre 15 ans et à l'époque, j'étais un peu LGBTphobe et un peu con, donc on va oublier cette existence. Mais, à l'époque, j'avais un compte et de temps en temps, je parlais de ce que j'écrivais et du coup, je pense que ça mais après je l'ai abandonné, mais du coup, sur mon compte privé, je continuais de temps en temps à suivre quelques comptes d'écriture. Je sais que c'était le compte d'une autrice sur Wattpad. Je sais pas comment on prononce son pseudo, c'est Oraoutry, je sais pas. Bref, c'est elle, je pense, la première fille, sur Booksta que j'ai suivie et après, de fil en aiguille, les recommandations, quand tu t'abonnes à un compte, il y a les recommandations et comme ça, peu à peu. Mm. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux? Du coup, comme, je l'ai expliqué, avant, j'avais un ancien compte Mm. et j'avoue que ça me manquait, l'aspect, raconter ma vie, en story et je me voyais pas le faire sur mon compte public parce que, il y avait mes connaissances du lycée et tout. Je me disais: «C'est un peu cringe». Du coup
Du coup, je me suis dit: «Bon, on va créer un petit compte à part». Au début, je me disais: «Bon, jamais il dépassera les 100 abonnés, comme ça je peux être tranquille dans mon coin et juste papoter». Bon, spoiler, Mmh. ça a dépassé les 100 abonnés, j'avais pas prévu ça et autre spoiler, il y a des gens de ma classe qui sont tombés sur le compte, du coup Lou Lélie, du coup j'ai un peu le seum, mais bon, c'est la vie maintenant. Ah, bon, j'espère qu'ils l'ont bien pris. Ah oui, j'ai eu que des compliments. Les gens que j'aime pas, je les avais bloqués avant, du coup il y avait pas de Ah souci. d'accord. OK. Tu avais déjà préparé le terrain. Ça marche et du coup, donc ton compte, il est un peu hybride, j'ai l'impression. Enfin, tu partages, ta comment dire? Ton quotidien d'écrivaine, mais tu as aussi, des posts, sur tes lectures ou sur le monde, on va dire, éditorial, tel qu'on le connaît aujourd'hui? Oui, bah, en fait, sur ce compte, j'ai décidé de pas avoir vraiment de ligne éditoriale, mais juste de poster ce que j'aime. Du coup, c'est Mmh. aussi pour ça que de temps en temps, il y a des contenus: «Oh regardez mon outfit de la journée» et qui pop, sans raison. C'est juste que sur le compte, je poste, ce qui me plaît. Du coup, de temps en temps, ça va être les lectures, de temps en temps des coups de gueule parce que: «Oh, c'est pas très bien la représentation dans les couples MM» et Mmh. d'autres fois, ça va juste être, bah, ce que j'écris parce que j'aime bien parler de ce que j'écris. OK. Ouais, tu pas et est-ce que tu as eu donc tu m'avais parlé de l'autrice Wattpad, que tu as commencé à suivre. Donc ça avait partie, de tes inspirations après pour créer tes posts, à toi ou tu vas un peu au feeling, sans forcément faire de veille quelconque? J'y vais beaucoup au feeling. Faut savoir que cette, autrice, du coup, au pire, je t'écrirai, son arrobase, par message Mmh. pour que tu Ça puisses va. le mettre, ça va être plus clair que ma prononciation foireuse. Mais, je m'inspirais beaucoup de ses stories que je trouvais très jolies et du coup, bah, maintenant, il y a plein de gens qui m'envoient des messages en disant: «Ah, elles sont trop jolies tes stories», du coup, voilà. Mais sinon, pour les publications en elles-mêmes, de temps en temps, je vois, des comptes qui postent un concept qui me plaît, du coup, je vais, m'inspirer ou le recopier et quand je le recopie, je le mets, en bas, sauf si c'est une trend, mais si c'est, sinon je crédite la personne. Mais sinon, la plupart du temps, c'est juste moi qui me dis: «Oh tiens, je vais faire ça» et puis voilà. OK et est-ce que tu as pu, ça fait combien de temps que tu as créé ton compte déjà? Un peu moins d'1 an. Ouais et tu as pu faire, des rencontres, est-ce que tu as pu te lier des liens d'amitié, sur les réseaux? Oui, alors au début, je m'y attendais pas, mais en fait, désolée, j'ai buggé. Heu, oui, bah, en fait, avec des personnes qui répondaient souvent à mes stories ou moi je répondais souvent à leurs stories ou juste, bah, je sais pas, des personnes qui ont plus ou moins les mêmes goûts, en bouquins que moi ou quoi et bah, je me suis mis à parler avec et du coup, bah, je me suis rapprochée d'eux et par exemple, à Montreuil, j'ai rencontré, Sacha Languillon, je sais pas comment on prononce, je suis très bête, et d'autres personnes trop cool, d'Insta. Du coup, oui, je peux dire que j'ai rencontré des gens cool et même des copains. OK. Bon, bah, cool, tu as pu te créer un petit entourage, safe, Oui, c'est trop bien. j'avoue, je m'étais même moi, quand j'ai commencé mon compte, je m'étais jamais dit que j'allais, tu vois, dépasser la barrière, tu vois, du virtuel et au final, bah, petit à petit, tu rencontres des gens, en vrai et c'est trop cool. Bah, en vrai, c'est cool parce que je m'attendais pas à ce que ce soit un moyen de socialiser. Pour moi, Mmh. c'était juste, je vais poster, de temps en temps mes avis bouquins, de temps en temps ce que j'écris et puis basta. Mais en fait, c'est un moyen de rencontrer plein de personnes trop cool et je sais pas, j'aime trop. Bah, Bon, il y c'est ça, a des personnes cool, mais on les ignore. c'est ça, on crée notre propre safe space, en excluant, le négatif. Et du coup, ouais, tu m'as parlé de Montreuil. Est-ce que tu déjà participé à des événements littéraires, autres que Montreuil? Bah, alors avant, je vivais à Toulouse. Du coup, comment dire qu'à Toulouse, il y a pas grand-chose. Je veux dire, tous les événements littéraires, c'est à Paris. Donc, Mmh. avant l'année dernière, bah, c'était, pas trop possible et du coup, depuis l'année dernière, vu que je suis en études d'édition, tout ce qui est, heu, salon Montreuil, festival du livre et trucs comme ça, j'y vais, mais sinon, à part ça, non. OK.
Ouais, mais tout ce qui est salon, tu vas pas dans le cadre de tes études. Enfin, tu vas de manière. Ça dépend. C'est Des une fois, démarche personnelle. je sais que par exemple, lundi, je suis allée à Montreuil avec les cours, alors que je venais de me taper tout le week-end à Montreuil avec mes potes. Du coup, comment dire que j'en avais ras-le-bol de Montreuil. Oui. Mais ça dépend, de temps en temps, ils nous font faire des sorties en cours. Mais la plupart du temps, ils sont en mode bon, il y a une expo, allez-y si vous voulez, sinon tant pis. D'accord. Oui, ils vous tiennent au courant, mais c'est facultatif, quoi. Ouais. Ça marche. Et est-ce que tu as pu, comment dire, est-ce que le fait d'avoir ton compte sur les réseaux et faire des études en édition, c'est quelque chose de complémentaire? Euh, Très bonne question. En vrai, je pense que oui et non. Non, dans le sens où je connaissais déjà. Ben, en fait, mes études d'édition m'ont appris beaucoup de choses sur la fabrication, mais pas Mm. sur la partie édito. Du coup, je le savais déjà. Du coup, je me suis, Ok. je me suis perdue dans ce que je voulais dire, mais ouais, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. En gros, pour t'aider, enfin, est-ce que tes études, elles t'apportent quelque chose pour alimenter ton compte et vice-versa? Est-ce que ce que tu postes, enfin, ta création de contenu, t'aide pour tes études? Voilà, du coup, ça me revient, mon idée de réponse. Du coup, c'était, pour dire que je sais que j'ai fait 2-3 publications. Je parlais, par exemple, de mes expériences, par exemple, de mon stage. Une autre, c'était conseil de mise en page, mais ce sont des publications qui flopent à mort. Du coup, comment dire que j'en parle, ça impacte pas trop mon compte. Mais par contre, là, je suis en recherche d'alternance, vu que je suis pas encore complètement sûre de si je vais en licence fab ou si je vais en licence, enfin, en 3e année de BUT, DUT, j'ai pas compris la différence, qui est que c'est édito. Je suis en recherche d'alternance et du coup, je sais que dans mes recherches, je dis: «Ah, d'ailleurs, j'ai un compte où je parle beaucoup de littérature». Mais D'accord. Ouais, donc t'en parles quand même. Ah ouais, donc t'en parles ouvertement aux professionnels du livre. enfin, ça dépend de quelle maison d'édition, parce que si jamais je sais que, par exemple, mon père, il a, les contacts de certaines maisons d'édition qui sont catho et à eux, je vais pas leur dire: «Oh, regardez mon compte bien LGBT». D'accord. Ouais, tu orientes tes propos en fonction de ton interlocuteur, quoi. On va en venir à la discussion autour de ton activité d'autrice. Euh, Déjà, depuis quand est-ce que tu écris? Est-ce que tu as toujours écrit ou est-ce que c'est venu un peu sur le tard? Enfin, comment ça t'est venu l'idée d'écrire? Bah, depuis que je suis petit, j'adore inventer des histoires. Des fois, je les dessinais, des fois, je les écrivais de manière foireuse. Genre, je me souviens d'un truc, c'était quand j'avais, je sais pas quel âge, genre 5 ans, 6 ans. J'étais, en vacances en Espagne et j'avais collé plein de feuilles A4, mais quand je dis plein, ça devait être une quinzaine de feuilles A4 entre elles et j'avais fait un genre de Leporello, une petite histoire que j'avais écrite, c'était de la merde, mais je crois que c'est mon premier vrai souvenir d'écriture. C'était une histoire sur un dragon et une princesse, oui, l'originalité au max. Et du coup, je sais que j'écris depuis que je suis tout petit. Je sais aussi que, par exemple, encore quand j'étais en Espagne, c'était quand j'avais du coup 9 ans. À ce moment-là, je vivais à Barcelone et j'adorais inventer des histoires. Du coup, je filmais mes Lego et mes Pet Shop et je faisais des mini-films. Je sais pas si, bon, tu es plus âgé que moi, du coup, je sais pas si tu as connu, mais vers, 2013, 14, 15, sur YouTube, Hmm. il y avait, bah, tout un coin Pet Shop dans lequel, bah, il y avait plein de gens qui faisaient plein de mini-films, de mini-séries avec leurs Pet Shop, c'était trop mignon et du coup, bah, je m'inspirais beaucoup d'eux et du coup, je passais mon temps à inventer des histoires, mais à ce moment-là, je les écrivais pas parce que j'écrivais mal en espagnol. Laisse tomber le français et les autres langues pareilles, du coup, j'écrivais pas et c'est, au collège, du coup, quand j'étais en France, en 5e, que j'ai commencé à vraiment écrire. D'accord. Ouais, les pet shops aussi je connais, mais après les mini-films autour des pet shops, non, ça me dit rien. Mais ouais, ok. Donc tu as commencé en 5e. Ouais, parce que du coup, c'est pas, ouais, le français c'est pas ta langue maternelle. Euh,
Et tu as quand même fait le choix, ouais, d'écrire dans la langue dans lequel, enfin, la langue du pays dans lequel tu résides, quoi. Bah, après, bon, à l'époque, c'était pas trop le cas. Je pense que je maîtrisais plus ou moins également, je sais pas si ça se dit également, on va dire que oui, toutes les langues que je parlais, du coup, français, arabe, espagnol et catalan. Bon, le catalan, je l'ai oublié entre-temps parce que je déteste cette langue, mais D'accord. je suis juste trop OK. Mais maintenant, je sais que j'ai beaucoup plus de vocabulaire en français que dans toutes les autres langues. Du coup, ça me paraît logique que j'écrive en français. Enfin, j'ai essayé d'écrire en espagnol, mais j'y arrive pas du tout et en arabe, laisse tomber. Je galère à lire, donc à écrire, bonne chance. Ok. Ah ouais, donc le français a vraiment pris de l'ascendant sur toutes tes autres langues. Je pense tout le temps en français. Bon, j'allais dire je rêve en français, bon, ça dépend de quel rêve, mais ouais, le français, c'est la langue de mon cerveau, on va dire. Ça marche. Ok. Et ouais, du coup, est-ce que tu peux un peu spécifier si tu as envie, hein, bien sûr, tes projets en cours d'écriture? Oui, alors j'en ai 47 000 en même temps, donc ça va être long. Là, je viens de terminer, une petite, qu'est-ce que je dis? Une bonne grosse réécriture, d'un roman qui, à la base, était une novella que j'ai passée en roman pour l'envoyer à une maison d'édition et c'est, heu, Les astéroïdes sont des abeilles et du coup, c'est, une sorte de romance contemporaine mélangée aux pensées d'un personnage qui est en gros un immigré syrien qui fait beaucoup de parallèles avec l'actualité pour parler de sa vie, de ses sentiments et en gros, c'est un texte, bah, très personnel et hem et avec une bonne petite histoire d'amour bien niaise, avec une fin toute mignonne parce que j'adore les happy end. Sinon, il y a aussi, Il n'est jamais trop tard que j'ai envoyé en maison d'édition et je me prends, des refus parce que c'est entre, l'ado et l'adulte. Du coup, les éditeurs, ils sont en mode: arrête». On s'y retrouve Les pas. éditeurs adultes, ils sont en mode: «Non, c'est écrit de manière trop jeune pour que ça passe» et les éditeurs, jeunesse, slash ado, slash young adulte, ils sont en mode: bah, il y a des thèmes qui vont pas intéresser les ados, du coup non». Ah Et mince. c'est, du coup, j'ai peut-être oublié de résumer Il n'est jamais trop tard. En gros, c'est, l'histoire d'une famille, en gros, Simon et Alex. Simon, il a eu un gosse à 19 ans avec, sa copine. Sa copine n'a pas assumé, du coup, elle a fui et du coup, il s'est retrouvé seul avec le gosse. Il voulait pas l'abandonner parce qu'il était trop chou et du coup, il a demandé de l'aide à son meilleur ami pour, éduquer l'enfant et du coup, l'histoire se passe 16 ans plus tard et du coup, la copine, de Simon revient en disant: «Oh coucou, en fait, je veux revenir dans vos vies» et du coup, c'est ça un peu le plot, on suit, cette famille. Mais ok. Ah ouais, c'est chaud. D'accord. Mais en vrai, c'est très mignon comme histoire. J'aborde plein de thèmes déprimants et je sais que j'ai fait chialer une personne, mais c'est mignon. Donc t'es plus quelqu'un qui écrit du contemporain, de ce que j'entends. Oui, bah, en fait, là, j'ai appris j'ai essayé d'écrire des fantaisies et même de la dystopie et quoi et en fait, je me rends compte que ça me plaît pas. Genre tout le temps que j'écris, j'arrive à terminer les histoires. Enfin, j'écris vraiment très vite, hein, je passe mon temps à écrire, du coup, j'écris beaucoup d'histoires par an et je Mm. termine, il y a par exemple, cette année, je crois, il y a 3 histoires, imaginaires que j'ai écrites et que j'ai terminées, mais il y en a aucune qui me satisfait vraiment et du coup, anecdote, c'était à Montreuil, j'avais pitché Il n'est jamais trop tard à une éditrice de slalom et du coup, elle m'avait envoyé un mail, lundi en me disant: «Bon, pour Il n'est jamais trop tard, c'est trop tard, ça passe pas plutôt, mais il l'a envoyé en avril, il vient de passer en comité de lecture et j'étais en mode: «Mais non, c'est une fantaisie de merde, j'ai pas envie qu'il passe en comité de lecture, il est dégueulasse». Parce que vraiment la fantaisie, enfin les genres imaginaires, c'est pas fait pour moi, je crois. Ah, ok, d'accord. Et c'est quelque chose que tu lis ou c'est juste en termes d'écriture, tu t'y retrouves pas? Alors, j'en lis pas mal parce que c'est, étonnamment ce que j'ai le plus dans ma bibliothèque, mais c'est même pas mon genre préféré, je préfère le contemporain. D'accord, ok. Ouais, donc là, t'as deux projets qui potentiellement vont être publiés, quoi. Enfin, Bon, pour, Les astéroïdes sont des abeilles, ça va être mort et je le sais très bien pour la simple et bonne raison que ah le oui, c'est pas que la cible, j'écris vient enfin, c'est entre deux cibles. Ouais. quoi? Enfin, c'est entre deux cibles.
Non, ça, c'est Il n'est jamais trop tard pour les Ah amis. oui, pardon. Je sais que ça va pas passer parce que j'ai commencé à l'écrire en octobre. Je l'ai terminé en début, novembre, j'avais oublié le nom du mois et heu et le truc, c'est que vu que c'est un texte où je voulais parler d'actualité, j'ai parlé, du coup, du conflit en Palestine. Du conflit en Palestine, on va plutôt dire du génocide, disons les termes et Ouais. du coup, je parle de ce sujet et de temps en temps, je m'appuie de ce sujet pour parler, du coup des propres, souvenirs du personnage et du coup, je sais que ça va pas passer parce que la Palestine, ça passe pas chez les éditeurs français. Peu importe la manière dont c'est abordé, ça passe pas. Ouais, en fait, c'est beaucoup, enfin beaucoup. C'est trop politisé pour une ME française pour que ça passe, c'est ça? Ouais, bah, après, je sais que, par exemple, à Montreuil, j'avais, pitché vite fait, du coup, ce texte à une éditrice et je lui avais dit: «Est-ce que ça passe?» Elle m'avait dit: «En vrai, normalement, ça va passer, mais on sait jamais». Du coup, mais honnêtement, moi, j'ai pas confiance en l'édition française, du coup, je me dis que, Oui, c'est comme c'est d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est un truc que je constate. Il y a une sorte de désintérêt pour le monde éditorial français, enfin surtout chez les personnes issues de communautés marginalisées. Tu sens un peu, enfin il y a eu une vague un peu d'espoir, et là j'ai l'impression que en cette fin d'année c'est un peu en mode bah flemme, genre je préfère faire des efforts pour comprendre l'anglais plutôt que d'attendre un livre qui sera jamais publié, quoi. bah, le truc, c'est que les éditeurs, dès qu'ils vont voir, un thème, j'en sais rien, un personnage racisé, un personnage, queer ou d'autres types de discrimination, ils vont être en mode: «C'est trop politique». Donc ils Mm. vont dire: «On veut pas prendre le risque, il y a moyen que ça attire les foudres de je ne sais qui sur Twitter, d'un type, d'un boomer un peu con» et du coup ils préfèrent pas éditer. Bon, c'est un peu, Ou enfin, alors, ils en bête, quoi, éditent un par an pour faire genre la caution. ouais, c'est ça, on est d'accord. Genre, «Oh non, on peut pas éditer ce texte parce qu'on a déjà, des lesbiennes dans notre catalogue, bisous». OK. Je savais pas qu'il y avait un quota. D'accord. Ouais, c'est un peu compliqué, j'ai l'impression en ce moment. Après, je pense que c'est aussi, c'est tout bête, hein, mais la période AK, il fait nuit, à 15h. Du coup, c'est sûr que le moral, il va pas être là. En plus, bon, je sais pas, si c'est le cas pour les gens, mais je sais pas pourquoi, les éditeurs, ils se sont réveillés, mais on voit plein de réponses maintenant et du coup, des réponses négatives, sinon je serais déjà en train de hurler de joie et du coup, je pense que la combinaison des 2 choses, ça fait qu'on est en mode mais même, quand il y a des textes, qui sont un peu plus politisés, c'est tout le temps des traductions, du coup les auteurs, et auteurices français, on est en mode: «Aïe». Mmh. Ouais, on est d'accord. Mais j'avais fait des stats dessus et enfin, déjà en mi-année, je m'étais rendu compte que la moitié des livres que j'avais recommandés, c'était c'était, ouais, je sais plus à combien de pourcents en anglais, mais je crois qu'on était à 60, plus de 60% de traduction venant de l'anglais. Je dis peut-être des bêtises, mais enfin Bah, bref, la majorité des titres que j'avais recommandés, c'était des livres traduits. Et du coup, en fait, ouais, tout ce qu'on dit, ça m'étonne plus trop, quoi. ouais, bah, en fait, Même les chiffres le prouvent. je pense que c'est, les éditeurs, ils sont pas spécialement contre les thèmes, politisés, enfin, ça dépend de quels éditeurs, mais Mm. je pense qu'ils ont peur que ça fasse un maxi flop. Il faut pas oublier que l'édition, ça reste un business avec un accent bien français parce que ça me fait rire et du coup et bah, je pense qu'ils se disent: «On prend que les traductions parce qu'on sait que ça aura un succès». Du coup, ça reste très con Mais- comme mentalité, mais je pense que c'est comme ça qu'ils pensent. Ouais, mais si tu penses à, je sais pas moi, Nos jours brûlés, par exemple, il y a eu 3 tomes et, enfin, s'ils se sont permis de publier ces 3 tomes, c'est qu'il y avait une demande derrière, quoi. Ouais, j'en sais rien. Sinon, s'ils se seraient arrêtés au premier, enfin, je sais pas. Mais tu vois, par exemple, la prophétie des sœurs serpents, je pense que ça a été envoyé en réimpression, je crois, c'est chez Slalom. Bah, le truc, c'est qu'il y a une demande, mais j'ai l'impression que les éditeurs, ils l'ignorent.
Ouais, c'est ça. Enfin, c'est un peu dommage, mais Peut-être qu'ils se rendent pas compte de l'ampleur ou ouais. pas, mais en tout et sinon, il y a aussi surtout, je pense, une bonne grosse part de discrimination, hein, soyons, j'essaye de Oui, chercher des oui, excuses. oui. Il y a aussi, une grosse part de ils veulent pas de persos racisés ou alors ils veulent pas de persos racisés queer ou alors ils veulent pas de persos Mm. je sais pas. Ouais, on en revient toujours au même problème. Bah écoute, on va aborder la partie sur tes lectures. Donc, tu m'as dit que ouais, ton genre littéraire, c'est le contemporain. Est-ce que tu as toujours lu? Alors, j'ai commencé à lire en primaire quand on nous a appris à lire. Jusqu'à là, c'est plutôt normal. Puis après, quand j'étais petit, j'étais pas non plus un très grand lecteur. Ce que je faisais, c'est que je relisais en boucle les, hem, les albums qu'on nous disait d'acheter en cours parce que j'étais fière d'arriver à lire et après en grandissant, j'ai essayé de lire Harry Potter, j'ai pas accroché, comme quoi j'avais déjà bon goût et Ok. Oui. et après je crois que j'ai commencé vraiment à lire, c'était, quand j'étais en Espagne. J'ai l'impression que j'ai commencé à lire quand j'étais en Espagne et c'était, en fait une saga de fantasy qui n'a jamais été traduite. Je sais plus, c'était sur une meuf qui avait des cheveux violets et un chat, qui avait des poils violets, c'était une petite sorcière et c'était, un gros bouquin, je crois, il faisait 500 pages, du coup en première vraie lecture, j'étais motivée et voilà Ok. et sinon à partir de là, au collège, j'ai beaucoup lu. Puis après, quand, j'ai commencé à avoir accès à mon téléphone, j'ai, mis de côté la lecture et après, pendant le covid, c'est revenu parce que j'avais rien d'autre à foutre, voilà. Oui, ouais, non, mais t'étais au lycée, c'est ça, pendant le Covid? Ouais, Ok. Ouais, ouais, t'étais H24 chez toi. moi ça allait, hein, vraiment meilleur moment de ma vie, premier degré. Je vois plein de gens, dire que le covid ça les a marqués, négativement et tout. Moi j'ai adoré. Je passais le meilleur moment avec mes parents, on regardait des films nuls sur Netflix, en faisant bonne Novembre, c'était trop bien. D'accord. Oui, t'étais avec ta famille, enfin, t'étais bien entouré, quoi. Oui. Ok. Et ouais, dernière question sur la lecture. Est-ce que tu as une recommandation à me faire bah, dans ton genre de prédilection ou autre en fantasy, comme c'est ce que tu lis le plus en ce moment? Heu, En vrai, je pense pas avoir de recommandations parce que j'ai pas eu de coup de cœur récemment. J'ai eu des livres qui m'ont marqué, mais genre marqué parce que c'était des thèmes qui me concernaient et du coup ça m'a fait chialer, j'ai arrêté de les lire à la 20e page. D'accord. Mais du coup, je peux pas les conseiller ou non parce que 20 pages, c'est pas représentatif. Mm. Heu, ouais, Ok. j'ai pas de recommandation parce que je lis, j'aime bien lire des livres de merde juste pour les trash talk et et du coup, je vais pas conseiller non plus ce genre de bouquin, du coup, je sais pas. Ça marche. Pas de souci. Et ouais, du coup, tu viens de dire que est-ce que tu t'es déjà senti représenté du coup dans certains livres? Enfin, pas des livres genre entre guillemets nuls, mais je veux dire d'autres livres qui t'ont marqué, qui t'ont touché de par ton vécu. Oui, bah, en fait, c'est tout bête, mais j'ai une amie qui est, du coup franco-syrienne et elle passe son temps à lire des bouquins, sur la Syrie et du coup, il y en a des cool, des moins cool et quand il y en a des cool et bah, je les achète et des fois je prends des PDF de manière tout à fait légale et et du coup et bah, ça fait que, bah, ouais, je me sens représentée, mais c'est que depuis genre 1 an que je trouve des bouquins où je suis représentée et c'est grâce aux recommandations de d'autres personnes que je les trouve. D'accord. Oui, c'est un peu Booksta. Enfin, c'est grâce au réseau que tu peux voir. Bon, elle est pas du tout sur Booksta elle, mais c'est juste qu'elle passe son temps à lire du coup, bah, Ok. de lecture. Oh là! J'ai failli faire tomber un truc. Ouais, mais je veux dire, enfin, les recommandations des autres, elles viennent, elles viennent pas enfin, les recommandations que toi tu as
Ça vient de tes amis ou ça vient aussi des réseaux? Ça vient aussi des réseaux. Bah, en fait, la plupart des bouquins que je lis, je les vois passer sur les réseaux sociaux. J'achète rarement, en librairie en me disant: «Oh tiens, il a l'air bien, je vais l'acheter». Non, je suis, très influençable, mais dans le sens réseau. Du coup, si je vois, qu'un bouquin est beaucoup lu, je vais l'acheter et si, mais aussi si je vois quelqu'un parler positivement d'un bouquin en disant: «Oh tiens, je sais pas, il y a des lesbiennes, c'est trop mignon», bah, je vais le prendre. OK. Ouais, moi, ça dépend quel genre de hype il a. Enfin, Ouais. si c'est une hype qui est menée par un certain groupe de personnes, je vais peut-être pas être très enclin ou encline, je sais pas si on accorde, mais je vais pas, Question, je sais pas. je vais pas nécessairement, comment Bah, dire, pas tomber dans le panneau, mais je vais pas céder facilement. Enfin, ça va dépendre du sujet du livre en vrai. c'est tout bête, mais je sais pas si j'ai le droit de parler de bouquins d'instagrammeurs dans le podcast ou pas, que j'ai pas aimé, mais par exemple, Absolu, j'ai été curieux parce que je me disais: «Oh tiens, ça peut être rigolo, il y a tout le monde qui en parle» et plus jamais je fais confiance aux autrices blanches et plus jamais je fais confiance aux recommandations des lecteurs blanches. Oui, Parce qu'il mais était vraiment moyen. ok. Oui, t'as pas été la seule à être déçue de ce que j'ai vu sur les réseaux. Ouais, bah, tout à l'heure, j'ai vu passer une story sur, quelqu'un qui a été déçu, j'étais: «Ah, on est pareil». Tu n'es pas toute seule dans ta souffrance. Enfin, souffrance, faut pas abuser non plus, ça Non. va. Ok. Ça s'est lu assez vite, mais juste c'était Oui, ça me fait chier quand les gens, ils veulent écrire, des régimes totalitaires ou des dictatures et que c'est apolitique à mort. Genre, vraiment, j'ai l'impression la morale du bouquin, c'est pas bien de mettre des puces dans le cerveau et de faire des dictatures. Oui, mais développe un peu, ouais. normalement une dictature, c'est censé être un peu plus politisé que mettre des puces dans le cerveau. Oui, il y a un but derrière. Enfin, je veux dire, il y a toute une démarche qui a été conscientisée par quelqu'un, quoi. Mmh. Mm. Ou alors, bon, je c'est bon, je dévie sur, les dystopies et les trucs comme ça, mais ça m'énerve quand, les gens écrivent des, bouquins de l'imaginaire et que c'est censé être dans un futur très lointain ou dans un passé, très, passé et ils écrivent des systèmes capitalistes. Je suis en mode: «Non, Ça je existe. d'autres systèmes de société, vous le savez, non? Il y a pas eu le capitalisme». Ça m'énerve quand les gens, ils reproduisent la réalité, mais en ajoutant, des robots ou en mettant, qu'il y a plus d'électricité. Non, il peut y avoir d'autres formes de société, ça serait bien de les écrire. Ouais. Ouais, il faut passer ça Enfin, ils ajoutent un élément un peu, comment dire, à inventer, mais le fond Ouais. existe déjà en vrai, quoi. Bah, en fait, si je suis beaucoup déçue des livres de l'imaginaire, c'est parce que quand je lis, bah, du coup, un livre, que ce soit fantasy ou SF ou quoi, je veux vraiment me retrouver dans un monde que je découvre à 100 et Ouais, la ouais. plupart du temps, c'est juste, le même monde que nous, mais avec, des pouvoirs magiques, ou alors avec, des empereurs et du coup, surtout qu'après, bah, évidemment, on va retrouver donc, les mêmes, systèmes de dominance du coup. Il y aura le capitalisme, mais aussi le racisme, le sexisme, l'homophobie, les trucs comme ça et Mmh. ça sera, et des fois, les personnes qui vont l'écrire, et ben, ils vont même pas s'en rendre compte qu'ils ont foutu ça dans leur bouquin, ça va être encore plus chiant. Ouais, tu toute une ignorance sur certaines oppressions. Alors ils vont On s'écrire: a fait du chemin. «Ça n'existe pas dans mon bouquin» et ils mettent plein de racisme sans même s'en rendre compte. Oui, je lis totalement un livre. Ça sent le vécu. Euh, Bah écoute, on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as des questions en me regardant ou est-ce que tu voudrais revenir sur certains sujets en particulier? En vrai, non, enfin, j'ai pas beaucoup de choses à dire. En vrai, je suis pas quelqu'un de très intéressant, donc c'est pas comme si j'avais, beaucoup de choses à dire et même d'un point de vue engagé, alors que je suis concerné par plein de causes, j'arrive jamais à exprimer, mes avis, donc c'est voilà, j'ai pas grand chose à dire, hein.
Donc, bah, déjà, c'est déjà bien. Enfin, je veux dire, c'est déjà un grand pas le fait que tu t'aies accepté de t'exprimer comme ça en public. Puis t'as quand même des posts qui sont vachement orientés et politisés, mine de rien, même si c'est pas forcément l'intention première. Je pense qu'on comprend quand même assez rapidement tes lignes éditoriales. Mais c'est justement hier. Même si t'en as pas, enfin, même si c'est pas forcément quelque chose que tu as voulu, on sent quand même que. Bah, après, c'est un peu compliqué pour moi de pas être politisée, j'ai envie de dire. Je suis Oui. syrienne, LGBT, tout ce que tu veux, évidemment que je vais l'être. Mais par exemple, hier, j'avais posté une story dans mes amis proches en disant eh merde, putain, je vais devoir faire un podcast alors que je suis le compte Insta le plus mou. Enfin, j'exagère, mais je me trouve vraiment très mou politiquement. Ah bon? D'ailleurs, non, je sais pas, ouais. Je trouve. Enfin, moi, je trouve pas, en tout cas. Enfin, de par le contenu que tu proposes et même la manière dont tu t'exprimes, tu as souvent un peu de cynisme envers certaines situations absurdes. Je sais pas. J'ai beaucoup de cynisme. J'adore blaguer, ouais, utiliser de l'humour pour parler de choses parce que sinon je suis trop déprimée par la vie et c'est chiant. Ouais, c'est un moyen de. Comment on dit coping mechanism? Mais j'arrive pas à le traduire en français. Pas la moindre idée si ça existe en français, mais ouais, je vois. Ok, tu m'as compris. Bah écoute, on va passer aux recommandations / mentions des réseaux. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? On peut me retrouver sur Instagram, sur le compte du coup Louleli. Demandez pas d'où sort le pseudo, même moi je sais pas, il est apparu, c'est tout. J'hésite à me lancer sur TikTok. Voilà, je balance l'exclu, mais j'ai pas besoin de ma place sur TikTok parce que j'ai pas leur TikTok. Du coup, c'est ce qui me retient. Ok. Mais sinon, surtout sur Insta et de temps en temps sur Twitter. Mon Twitter, c'est Aya en sucre. Voilà, incroyable pseudo et juste je passe mon temps à tweeter ma vie. Donc je sais pas si c'est très intéressant, mais Pour ceux qui sont intrigués. pour ceux qui sont intrigués par mon incroyable personne qui est très intéressante, c'est faux. Je retweet surtout des trucs, hein, vraiment, on s'en fout. Ok. Et dernière question du podcast. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Alors, au début, j'avais quelques petites idées. Puis j'ai regardé qui étaient les personnes qui avaient déjà participé au podcast et j'ai vu que la plupart de mes idées avaient déjà participé. Ah, Mais tu peux mentionner les comptes. je sais pas si le compte Instagram TIAI, je sais pas si tu l'as Ah, oui, je connais. Mais j'ai pas encore. Non, je l'ai pas encore interviewé. Je pense que ça pourrait être très intéressant parce que on trouve très peu de personnes asiatiques sur Booksta et sur le Booksta français, je veux dire, et ça pourrait être intéressant de l'entendre parler. Ouais, je suis d'accord. C'est une copaine que j'aime beaucoup, donc. Ça marche. Ben écoute, merci pour ta recommandation. Mais ouais, je vois je connais son compte. J'ai eu que des très très bons échos. Enfin, que ce soit en repartage de story ou autre. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Je vais remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode dans l'acteur minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.